D'abord, en ce qui concerne la situation globale en Syrie, le plus important pour moi, c'est de dire que l'Iran, pour l'instant, est le vainqueur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est véritablement intégrée dans l'esprit de l'opinion publique, qui n'a pas été véhiculée par les médias. Les vainqueurs, ce sont pour l'instant les Iraniens. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, alors qu'ils partaient en fin de compte avec des cartes relativement limitées, ils ont réussi à mobiliser le Hezbollah à 100% en 2013. Ils ont sauvé le régime. Ensuite, ils se sont entendus avec les Russes que ça arrangeait beaucoup pour que les Russes interviennent en 2015. Ils ont envoyé dès le début leurs troupes de Pasdaran à travers Al-Quds avec le général Soleimani. Ils ont depuis formé au bas mot 50 000 hommes dans les milices, c'est-à-dire que les milices sont extrêmement agissantes. Ils ont même amené des milices de pakistanais chiites, des milices de Hazaras afghans, et d'ailleurs ces gens-là vont probablement rester sur place. Est-ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, là c'est une hypothèse, hein, mais est-ce qu'on ne voit pas une recomposition religieuse se jouer à l'intérieur de la Syrie, avec le nombre de sunnites qui sont partis, ceux que Bachar bouscule pour qu'il puisse avoir une continuité la plus grande possible de gens qui lui sont favorables. Et donc qu'on va avoir finalement, lorsque apparaîtra une situation plus claire, davantage de chiites qu'il n'y en avait en 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Bon, M. Trump est venu en disant, bon ben voilà, moi je vais défaire l'État islamique. Bon, il parle beaucoup, il s'est fait lire sur pas mal de choses qui étaient verbales, etc. Et l'occasion lui a été offerte, en tout cas, de marquer sa différence avec le président Obama. C'est-à-dire que quand il y a eu effectivement un usage de gaz du côté syrien, ce qui est hautement probable, pourquoi là ? Parce qu'on n'est pas très loin d'Idlib, parce qu'il s'agit de repousser en somme les sunnites le plus possible le long de la frontière turco-syrienne. Bon, il a fait envoyer un bon nombre de missiles de croisière. Bon, ces missiles de croisière, à mon avis, il en a fait avertir les Russes en disant bon bah on va bombarder. C'est-à-dire que les Russes le savaient. Il ne s'agissait pas d'avoir un clash avec les Russes. Il s'agissait simplement de montrer que lui, il faisait ce que Obama n'a pas voulu faire. Voilà. Bon, je crois que ça n'ira pas plus loin. Pour moi, ça fait partie de la gesticulation. Il a autour de lui des gens beaucoup plus sensés que lui, comme le général Mattis. L'élément le plus, comment dirais-je, perturbateur et le plus médiocre a été liquidé, c'était Michael Flynn. Rex Tillerson, c'est également quelqu'un de sensé. Le troisième, la Mac quelque chose, je me souviens plus de son nom. Bannon ? Mac ? Bannon ? Bannon ? Bannon Non, Bannon, c'est un con. C'est un idéologue. Non, c'est un général. Mac quelque chose. Je suis désolé, là j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, il a autour de lui 2-3 généraux intelligents. Pas du tout les aventuristes, et qui connaissent le terrain et qui font que bon bah il est quand même cadré. Sur le dossier nord-coréen, bon, il a en somme négocié avec les Chinois pour que les Chinois, qui disposent de tous les moyens de pression sur le régime nord-coréen, fasse que la Corée du Nord ne dépasse pas une limite, et ils ne la dépasseront pas parce qu'ils ne veulent pas non plus disparaître. Les Chinois ne tiennent pas non plus à ce que ce régime aille trop loin, parce que pour eux c'est un État tampon
fort utile, parce que la disparition de la Corée du Nord, ça amène les forces américaines indirectement à la frontière de la Chine. Donc, à mon avis, Monsieur Trump va connaître jusqu'où il peut aller trop loin. Il va pas déborder un certain périmètre. Les Russes savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. Ils visent pas non plus l'hégémonie. Dans la pratique, pour l'observateur sans idéologie, la Russie, elle a perdu en Ukraine. Ça, c'est un truc qu'il faut répéter. C'est-à-dire qu'on a sans cesse dit « Ah oui, il s'est emparé de la Crimée, et puis maintenant il fait une guerre dans le Donetsk ou dans le Louchansk », mais dans la partie, dans la réalité, le projet poutinien de l'Union eurasiatique économique qui partait de l'Ukraine et qui arrivait jusqu'à Vladivostok, eh ben, c'est un rêve qui ne se réalisera pas. Donc il a perdu 40 millions d'Ukrainiens, slaves, russophones. C'est une très grosse perte. C'est une perte d'autant plus importante qu'il ne la récupérera jamais. Il peut nuire, il peut titiller, mais il ne peut pas récupérer cela. Donc, ce qui fait qu'il lui reste quoi en définitive à M. Poutine? Il lui reste un territoire de 17 millions de kilomètres carrés, peuplé de 120 millions de Slaves. C'est peu, c'est très peu. Il y a 20 millions de musulmans à l'intérieur de la Fédération de Russie, remuants, pas tous sympathiques, particulièrement dans le Caucase Nord. 50 millions de musulmans autour dans ce qu'il appelle le proche étranger. Et puis la pesée en Sibérie orientale de 1,3 milliard de Chinois qui grignoteront ce qu'ils peuvent, parce que finalement en Sibérie orientale, il y a 10 millions d'habitants russes, c'est-à-dire personne. Donc l'avenir de la Russie à terme, on peut se poser des questions. Voilà un pays qui est riche en hydrocarbures, particulièrement en gaz, très bien, mais enfin ça dépend du prix sur le marché. Or les Américains avec le gaz de schiste, bon, ben, ils tiennent effectivement à ce que ça ne dépasse pas un certain niveau, le prix du pétrole. C'est fini le pétrole à 100 $, il est autour de 50, il montera peut-être à 55, mais il n'ira pas au-delà. Et pour le reste, l'infrastructure russe, ben, elle est vétuste. Et puis bon, ben, les Russes, c'est pas des Allemands, hein. C'est-à-dire que l'éthique du travail n'est pas la même, l'alcoolisme, etc., etc. Donc, en d'autres termes, sur la distance, autant les Chinois font problème, c'est-à-dire que la montée de la Chine sur les 30 prochaines années, il n'y a pas de problème, ils vont monter, quoi qu'il arrive, avec toutes les difficultés que tout le monde a. Les Russes, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà la situation mondiale telle qu'elle se présente. Quant aux Américains, dont on a 50 fois dit qu'ils étaient sur le déclin, dans la pratique, pour l'observateur qui regarde les choses froidement, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tout ce qui a été inventé dans cette quatrième révolution de la communication, ben, ça vient des États-Unis. Or, si on a aujourd'hui une économie relativement performante, c'est leur cas, ils ont récupéré, plus une innovation exceptionnelle, c'est leur cas, une énorme souplesse d'adaptation, c'est leur cas, une population qui travaille parce qu'il y a une grosse éthique du travail, bah, tout ça fait que les 30 prochaines années leur sont garanties quoi qu'il arrive. Bon, le constat, c'est que les inégalités se sont beaucoup creusées dans les 30 dernières années. Hein. D'où ça vient? Ben, je dirais que ça vient de la disparition de l'URSS, hein, qu'on le veuille ou non. Quand on regarde un peu la situation sociale à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'en Europe, par exemple, il y a eu une véritable peur de la montée du communisme et qu'à partir de là, on a essayé d'acheter la classe ouvrière. On a multiplié comment dirais-je, l'assistance sociale, on a multiplié les possibilités, on a réduit les inégalités, etc. Bon. À partir du moment où l'adversaire a disparu, bon, ben, chacun a repris ses habitudes, les inégalités se sont creusées. Aujourd'hui, ben,
tous les économistes constatent qu'aux États-Unis, le 1% du sommet possède ce qu'il possédait probablement vers 1890. Hein, c'est-à-dire on revient à une case ancienne. Bon, alors, on peut ajouter tout de suite, il n'y a rien de structuré en bas. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ignore au nom de quelle idéologie, on ignore au nom de quelle mobilisation possible ces gens-là vont pouvoir protester de façon efficace et non pas juste de façon anarchique. Bon. En Amérique latine, ce qu'on constate, c'est d'abord ça, mais c'est aussi la fantastique progression, enfin, de tout ce qui est illégal, à partir de la drogue, à partir de la criminalité, etc. Ça aussi, ça s'est creusé beaucoup, c'est-à-dire que on a la constitution à l'intérieur de l'État de véritables catégories qui échappent à son contrôle et qui sont, potentiellement un danger. Bon. Il y a ceux qui se servent d'ailleurs, entre parenthèses, de la thèse d'Ibn Khaldoun, selon laquelle il y a comme ça des îlots de mécontentement particulièrement agressifs et qui sont prêts à risquer le tout pour le tout. Seulement, ils sont pour l'instant pas porteurs d'un truc idéologique. Les seuls qui sont porteurs de quelque chose d'idéologique aujourd'hui, ce sont les djihadistes. Les djihadistes, ils se croient porteurs d'un véritable programme, à tort ou à raison. Le retour supposé à la grandeur de l'islam des premiers siècles, le type de propagande qu'ils arrivent à répandre, le succès relatif qu'ils ont obtenu en 2014, tout ça, ça a compté, sans compter que d'une façon générale, nos médias en ont rajouté beaucoup. C'est-à-dire que finalement, nous avons en Occident largement fait la propagande de ces mouvements les plus violents. On s'est fait peur. On s'est fait peur, on s'est raconté des histoires, enfin bref. La politique américaine par exemple, comme d'ailleurs la politique des Français à l'égard du régime de Bachar el-Assad a été extrêmement ambiguë. Hein. On a dit bon, c'est un dictateur, ce serait bien qu'il disparaisse. Bon, on a bien vu ce que ça donne quand on enlève un dictateur avec M. Kadhafi. Quand on n'a pas de programme pour l'après, ce qu'on arrive à faire, c'est répandre le désordre absolu. 5 ans après, on a une situation extrêmement anarchique et en même temps, on a des dégâts collatéraux à la charge de la France avec le Mali et le Sahel. Bon. Alors quand il a parlé d'une ligne rouge, peut-être qu'il n'aurait d'ailleurs pas parlé, il n'aurait pas dû parler d'une ligne rouge, le président Obama. Quand il en a parlé en 2013, il savait très bien ce qui s'était passé en 2011 en Libye. Bon, est-ce qu'il fallait faire la même chose? Est-ce qu'il fallait, sous prétexte qu'on avait dit, bon, il y a une ligne rouge non franchissable, on enlève M. Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ça aurait été les mouvements islamistes qui auraient été au pouvoir à Damas. Est-ce que c'est désirable? Réponse non. Je veux dire, mieux vaut un dictateur qui ne veut pas en finir avec l'Occident que des islamistes pour qui nous sommes un des adversaires majeurs. Donc de ce côté-là, je trouve qu'on a été mauvais. On a été mauvais et Obama, à cet égard, il a été ambigu, c'est-à-dire que quand, par exemple, les troupes de l'État islamique, après avoir, sans coup férir quasiment, pris Mossoul et qui se sont avancés vers Palmyre, il faut savoir que ce sont des zones complètement désertiques, c'est-à-dire qu'on les voit venir, mais comme, un déplacement de fourmis sur une main plate. On aurait pu les bombarder. On n'a pas osé le faire parce qu'on a craint que ça passe pour un appui indirect au régime de Bachar el-Assad. Alors il faut savoir, dans ces cas-là, situer quel est l'adversaire principal. L'adversaire principal, ça reste les islamistes, avec en tête l'État islamique, mais pas le seul. Ceux qui s'appelaient
les affiliés d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Jabhat al-Nusra, c'est pas parce qu'ils ont changé de sigle qu'ils ont changé de nature. Ça reste des adversaires absolus. Les autres, qui sont des salafistes comme Ahrar el-Sham, ce sont des adversaires tout pareils. N'importe lequel de ces... Grosso modo, ce qu'on appelle le mouvement démocratique anti-Bachar, ben, les types tiennent dans un hôtel. Il n'y a personne. Je veux dire, les États-Unis en ont fabriqué un certain nombre. Et en septembre de 2014 ou 15, je ne sais plus la date, mais en tout cas, mettons même 15, ils ont dit, bon, ben, ça ne marche pas. On en a beaucoup fabriqué, mais ils se sont évanouis dans la nature. Il y en a qu'on avait armés, ils se sont laissés prendre leurs armes. Il y en a qu'on avait armés qui ont revendu leurs armes. En d'autres termes, il n'y a pas de sunnites modérés. Point final. D'ailleurs, les combattants, ce sont des sunnites, comment dirais-je, totalement déterminés, qui ne craignent pas la mort, dans la mesure où on leur a promis le meilleur pour après. Et c'est donc un combat de longue haleine, parce que c'est une idéologie, comment dirais-je, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, dans la mesure où on ne parle pas du rationnel, mais de l'irrationnel, et qu'il y a sur l'ensemble de la planète suffisamment d'endroits où la situation est mauvaise, du point de vue social, pour qu'on puisse avoir un recrutement. Où ça? Bon, moi par exemple, je pense que l'Afrique subsaharienne représente un danger majeur pour après-demain. Pourquoi? À l'ouest, il y a une proportion très importante de musulmans. Soit dit par parenthèse, avant l'arrivée de la colonisation, il y avait déjà des mouvements djihadistes véhiculés par les Peuls. Le califat de Sokoto, c'était un vrai califat. Le type s'était proclamé calife, etc. À l'est, c'est-à-dire en Europe, en Afrique orientale, il y avait également un Mahdi, il y avait des mouvements de mahdistes, il y avait des, comment dirais-je, une poussée islamiste très très virulente. Rien de tout ça n'est oublié. Les types de la Somalie ne sont jamais qu'une réminiscence de ce qui fut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On assiste depuis 15 ans, et pour les 15 ans à venir, à un doublement de la population dans cette zone. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a déjà pas de boulot, il y a déjà très peu d'instruction. Le peu d'avancées économiques qu'ils font est empoché par moins d'1% de la population et le fric se trouve ailleurs. Donc, moi, je ne vois pas d'autre solution que l'islam. C'est ce qui va se vendre le mieux. Ça va être la confrontation entre les islamistes et les musulmans de façon générale et les chrétiens ou les animistes. On en a eu une sorte de préfiguration en Centrafrique, où il y avait une minorité de musulmans qui ont brimé une majorité de chrétiens. Bon, la France est intervenue parce qu'on peut intervenir encore, mais on ne pourra pas intervenir dans 5, 6 ou 7 États lorsque ça va être généralisé. Donc là, on va avoir un sérieux problème. Personne ne voudra de 200 ou 300 millions d'immigrés, pas même le Brésil. Non. Donc là, on sera dans un véritable bouillon de culture où la guerre, la famine et les épidémies vont être la réponse la plus probable. Des coins où ça ne marche pas non plus et dont on parle pratiquement jamais, c'est une fantastique montée aujourd'hui de l'islamisme au Bangladesh, qui est un pays qui ne marche pas du tout, où il y a plus de 150 millions de musulmans dans la merde. Bon. Hein? L'Inde, bon, l'Inde avec M. Modi, bon, je veux dire qu'il tient ferme. Les musulmans, ils sont 150 millions, mais ils tiennent aucune hauteur dominante de l'économie. Et les Indiens, maintenant, avec le nouveau parti, là, le BJP, ils sont devenus très conscients que pendant 8 siècles, ils ont été quand même dominés par les musulmans jusqu'à l'arrivée des Anglais. Donc en Inde, il peut y avoir des escarmouches, mais c'est les Indiens qui tiendront le truc. Le Pakistan restera un problème. Ils ont la chance d'avoir la bombe, donc ils sont d'une certaine façon sanctuarisés. Mais enfin, leur match avec l'Inde, il est perdu, quoi. Je veux dire que voilà un pays qui, en 1965, était à peu près à égalité avec
l'Inde, et qui aujourd'hui est très très largement distancée. Leur carte, comment dirais-je, leur carte afghane, qui devait être leur fameux arrière stratégique, c'est du bidon. Aujourd'hui, même les talibans sont en ce moment concurrencés par les djihadistes de l'État islamique. On va peut-être même être obligé d'aller aider les talibans contre l'État islamique, c'est pas exclu, ça nous pend au nez. Donc d'une façon générale, pour les 15 années à venir, cet islam va être perturbateur. Ils vont nous coûter cher, mais très franchement, ils vont arriver à rien, quoi. Je veux dire que leur programme, il est vide. Économiquement, ils n'ont aucun programme. Et quand on veut poursuivre, parce qu'on a été humilié, une puissance perdue, eh ben, on emprunte le chemin qu'ont emprunté les Chinois, qu'ont emprunté avec leurs moyens les Coréens du Sud, les Vietnamiens, l'Inde aussi, c'est-à-dire on fait de la croissance économique. La croissance économique, ça vous sort justement de cette humiliation. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la Chine, et voilà numéro 2, alors que au temps de Mao, ils étaient nombreux et faibles. Voilà la façon dont je vois les choses. Pas entamer n'importe quel conflit quand on ne sait pas vers quelle paix on va déboucher. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vue claire de qu'est-ce qu'on veut. En définitive, les néoconservateurs américains, en 2003, ils se faisaient une fausse idée de leur omnipotence. Ils pensaient qu'il n'y avait plus personne, vu que l'Union soviétique avait disparu, que la Chine n'était pas encore apparue comme numéro 2, qu'ils allaient pouvoir faire tout, c'est-à-dire, en somme, contraindre l'Irak à devenir un État ami, plus ou moins démocratique, ensuite se tourner vers Bachar al-Assad, lui tordre le bras pour lui dire d'arrêter d'aider le Hamas et le Hezbollah, ce qui aurait aidé les Israéliens, et ensuite contribuer à un changement de régime en Iran. Ils pensaient que c'était faisable. Bon, ça a été complètement le fiasco, vu qu'ils ne connaissaient pas le terrain. C'est pas qu'il n'y avait pas aux États-Unis des gens qui connaissaient le terrain, mais ils ont pas été écoutés. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ont pris les décisions étaient des idéologues, tout en pensant que c'est les autres qui ont une idéologie d'ailleurs. C'était des idéologues, et ils pensaient qu'étant les plus forts, il n'y avait pas de problème. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, on est devenu plus prudent. On se rend très bien compte que gagner une bataille, c'est pas gagner la guerre. Et en même temps que si on n'a pas une solution locale viable, ben, on crée un chaos, comme on l'a créé en Libye, sans pouvoir du tout le résoudre. Donc je pense qu'on va réfléchir à 2 fois avant de cogner. Ça me paraît très important. Deuxièmement, bah, tout ça pour l'instant c'est essentiellement les États-Unis, parce qu'en fin de compte, à part les États-Unis, il n'y a personne. Et est-ce qu'il n'y a pas des groupes en termes d'intelligence stratégique qui peuvent, je ne sais pas moi, un réseau, il y a tout un tas de think tanks américains, il y a de plus en plus d'observateurs des conflits au niveau international qui ne travaillent pas forcément en réseau. Est-ce qu'il peut y avoir une action de la société civile, entre guillemets, qui peut appuyer là-dessus, où il y a vraiment un rideau de fer entre l'administration centrale et ces intelligences stratégiques nouvelles? Toi, je sais que tu... Oui. Bon, aux États-Unis, ça circule mieux qu'ailleurs. Hein. Aux États-Unis, ça circule mieux qu'ailleurs parce qu'il y a très longtemps qu'entre militaires et non militaires, on cause. En France, c'est très nouveau. Il y a longtemps, la chose militaire était complètement fermée. Bon, bah, eux, ils savaient, les autres, bon, bah, c'était des intellos, etc. Bon, ils ont fini par comprendre qu'il y avait des types qui avaient une connaissance concrète du terrain, parfois davantage qu'eux, puisqu'en fin de compte, plus ça va, moins on les voit sur le terrain. Oui, ça compte. Deuxièmement, il faut reconnaître que les Européens... en 1991, lorsque l'Union soviétique a disparu, bah jusque-là, ils étaient sous le parapluie américain. Après ça, ils se sont dit, de toute façon, maintenant, il n'y a plus d'adversaire, pourquoi se donner la peine d'eux? Ce qui va dire qu'ils ont complètement laissé les choses à volo. Et aujourd'hui, ils viennent de se rendre compte que, ma foi, si on n'a pas une capacité militaire, on n'est pas pris au sérieux.
Pourquoi Erdogan, par exemple, il conchit les Européens? C'est parce qu'il sait que finalement, ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient. Autrefois, l'Europe était respectée, elle était même crainte. Aujourd'hui, bon, je veux dire, économiquement, nous sommes très importants en Europe. Politiquement, on est totalement divisé. Depuis qu'on a perdu la Grande-Bretagne, davantage encore. Puis de toute façon, même entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, on n'a jamais complètement réussi à articuler nos violons. Hein. À l'Est, ils étaient obnubilés par la présence proche de la Russie, et puis à l'Ouest, on était tranquille avec les Américains. Bon, on s'est rendu compte maintenant qu'il faut quand même compter aussi sur nous-mêmes, et c'est un début, mais avec qui exactement? Avec qui? C'est-à-dire qu'il va falloir que l'Allemagne cesse de s'occuper uniquement de problèmes économiques et autres, et qu'elle fasse un effort du point de vue militaire si on veut être respecté dans le reste du monde. C'est-à-dire que l'Europe, 60 ans après, je ne parlerai pas d'un fiasco, mais enfin c'est quand même au moins un demi-échec. Hein. C'est pas parce qu'on a réussi à faire un euro difficile, un Schengen fragile et une économie performante qu'on a réussi quelque chose. Donc on s'est beaucoup sabordé nous-mêmes d'ailleurs. Ça commence avec la CED, ça s'appuie avec 2005, le refus de la Constitution, etc., etc. C'est-à-dire que bon, maintenant on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait ça à deux vitesses avec quelques États qui réellement décident à faire quelque chose ou pas? Bon, tout ça c'est des points d'interrogation. C'est-à-dire que je trouve qu'on a vécu hors tragédie trop longtemps. C'est-à-dire 50 à 60 années de paix relative et de prospérité relative nous a complètement couardisé. Voilà, c'est ça. Shakespeare avait dit ça très bien d'ailleurs. Plenty and peace breeds cowards. Parfait. Bon, donc on est là en Europe. Alors, il y a des types qui pensent, mais le fait de penser, et même de façon originale, et même de façon pertinente, ça ne suffit pas si on a des élites, en fin de compte, essentiellement obsédées par comment je peux prendre le pouvoir et comment je peux le conserver. L'important, c'est d'être réélu. En France, par exemple, le type le plus populaire qu'on ait, c'est Jacques Chirac. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien bousculé. Il est aimé, ce mec, parce qu'il n'a rien touché. Donc il va avoir des funérailles nationales fantastiques. C'est vrai. Alors voilà, donc il faut se réveiller, quoi. Et alors quant aux médias, ils sont minables. Je pense que véritablement, nous avons été la caisse de résonance de cette histoire de terrorisme. Le terrorisme, c'est quand même un machin essentiellement psychologique. C'est une menace de troisième catégorie, et on en a fait véritablement un épouvantail. C'est-à-dire quand tu arrives en Europe, tu parles avec les gens comme ça, ils pensent que c'est le problème principal, ils ont peur. 3-4 attentats et tu as une espèce de sentiment de panique intérieure, enfin c'est grotesque. Au moins le dernier coup, là, les Anglais, ils ont fait une bonne réaction. Quand Madame May a dit ça ne nous fait pas peur, et on n'en parle pas trop longtemps. Parce que c'est le vieux proverbe chinois que j'avais cité, là, mieux vaut frapper 1000, je veux dire, mieux vaut, comment c'était? Mieux vaut tuer un et être vu de 1000 que de frapper 1000 et de n'être vu que d'un. Voilà, c'est ça. L'essence du terrorisme, elle est là. Ce qu'il faut, c'est avoir été vu. C'est pourquoi, par exemple, les Chinois, par exemple, quand il y a un truc chez eux, ils n'en parlent pas, quoi. Entre parenthèses, dans un État démocratique comme Israël, quand il y a un attentat, tu le dis. Il y a un attentat, tu dis il y a tant de morts sur la route de machin, etc. Et puis tu commences pas pendant 8 jours à inviter la veuve, la fiancée, les copains, etc. Comme en France où tu as BFM TV et iTélé, les machins en continu qui vont rajouter des tartines pendant 8 jours. Ce qui fait qu'à la fin, quand on t'annonce qu'il y a 500 ou 600 djihadistes qui vont rentrer en France, tu as des petites vieilles qui te disent qu'est-ce qu'on va faire? Je dis qui ça? Les Mongols? Non. Voilà. Enfin, on vit dans un truc semi-virtuel, quoi. Semi-virtuel, avec des trouilles absurdes. Et la lame de fond, c'est quoi aujourd'hui?
La lame de fond, c'est les émergents. Voilà. La Chine en premier lieu, mais ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. C'est ça qui change le fait que finalement, l'époque de la domination absolue de l'Occident prend fin. Bon, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, il faut savoir par quoi c'est remplacé, sur quel pied on arrive à avoir un équilibre possible pour ne pas déboucher sur des conflits délirants. Voilà. Dans le livre Mythe révolutionnaire du tiers-monde, bon, je prenais acte du fait que bon, il n'y avait pas d'État socialiste, et moins encore chez ceux qui prétendaient être des socialistes arabes, etc., etc. C'est-à-dire, tu vois, que la mode soviétique de réussir à faire une percée à travers les plans quinquennaux, le Spoutnik, etc., ça avait joué son rôle dans certaines années, fin des années 50, début des années 60, ce qui fait que même des types comme Nasser, qui étaient finalement que des nationalistes, ils éprouvaient le besoin de dire, bon, on fait une charte du socialisme en 1960, etc. Bon, donc je dénonçais le fait que c'était des socialismes bidons, qui ne modifiaient pas les structures sociales chez eux du tout, et qui, en plus, et ça c'était la grosse différence avec l'Union soviétique, ne produisaient pas de croissance. Pas de croissance, là, tu peux raconter tout ce que tu veux sur le socialisme, puis si tu ne fais pas de croissance, c'est zéro. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième que je essayerai de dire, c'est que la guérilla ne triomphe pas nécessairement parce qu'elle fait une guerre irrégulière, et elle ne triomphe pas nécessairement parce que la cause est juste. C'est-à-dire que, par exemple, la théorie du Foucault, moi je me levais contre, en disant c'est une théorie qui débouche sur l'échec. Pourquoi ? Parce que Guevara, dans son bouquin « La guerre de guérilla », que j'avais traduit à l'époque avec Juliette Masse, la guerre de guérilla disait on a appris 3 choses chez nous. La première, c'est qu'on peut vaincre une armée régulière, très bien. La deuxième, c'est que c'est en montagne que ça se passe, très bien. Et la troisième, c'est inutile d'attendre des conditions objectives. Le Foucault, c'est-à-dire les mecs qui montent sur la montagne, ça suffit pour entraîner le monde. Ben, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que ça a marché à Cuba, c'est-à-dire qu'il est arrivé 82 mecs, après avoir annoncé qu'ils arrivaient, vu qu'ils se retrouvaient à 12, s'ils n'avaient rien annoncé, ils seraient peut-être restés à 82. La deuxième, c'est que ils ont réussi à être appuyés par de larges secteurs de la population cubaine, parce que leur programme, ça s'appelait Pan y Libertad. Il n'a jamais été question de lutte des classes. Ça, c'est un truc qu'on a annoncé après le pouvoir, quand on a commencé à nationaliser les grandes propriétés américaines, et puis que Castro a déclaré début 61 somos marxistas-leninistas. Bon. Donc ils ont eu en fin de compte la neutralité bienveillante des États-Unis, chose capitale. Le mec du New York Times par exemple avait dit ils sont vraiment sympas ces barbus, ils luttent contre une dictature dégueulasse. Fangio, ils avaient l'intelligence de l'avoir attrapé, ils l'avaient gardé une semaine, ils l'avaient traité merveilleusement. Ils n'avaient rien demandé pour le libérer. Quand il a été libéré, il a dit « ces mecs sont formidables ». Bon, voilà, ils savaient travailler. Mais en fin de compte, lorsque par la suite, des gens ailleurs ont voulu imiter le Foucault à la cubaine, ben, ils sont heurtés à l'hostilité immédiate des régimes qui sentaient très bien qu'ils allaient se faire balayer, l'hostilité immédiate des États-Unis qui ont envoyé les mecs pour former des contrats insurrectionnels, et ils s'en sont pas sortis. Quant à Guevara, alors tout ça j'explique là-dedans, Guevara, il faisait de l'ultra-volontarisme. En Afrique, il a complètement échoué parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce que c'est que les conditions africaines. Et en Bolivie, bon, dès le début, il a fait un clash avec le PC bolivien en disant c'est moi qui va être le chef, et les mecs ont dit il n'y a pas de raison, ici en Bolivie c'est chez nous. Et ensuite, les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé dans une zone indienne, où l'espagnol, ça a toujours été l'étranger, sinon l'ennemi, et où il ne pouvait pas communiquer, vu que personne chez lui ne parlait la langue locale.
puisqu'il avait essentiellement des Cubains avec lui. Bon, donc il a été obligé de se planquer finalement, de dire aux gens on t'achète mais surtout dis rien. Quand il était poursuivi par les autres qui eux parlaient la langue, ils disaient qui c'est qui est passé là, ben, les mecs bien obligés de dire oui, oui, ben, ils sont passés, etc. Et au 9e mois de son journal, il dit pas un paysan n'a rejoint la guérilla. Alors, dans n'importe quelle université américaine, il aurait eu plus de succès. Donc, si tu veux, ce mec est mort tout seul, en héros, puisqu'il a accepté d'aller jusqu'au bout. Bon, et en somme, il a transformé sa défaite en victoire en consentant à mourir. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer en disant, c'est bien le romantisme, mais enfin, faut savoir travailler. Or, qui a su travailler? Mao, les Viettes. Pourquoi? Bon, parce qu'ils ont... Mao, par exemple, il a fait une innovation fantastique, à part toutes les conneries qu'il a fait par la suite. Il a fait une innovation fantastique, il a dit, donc, nous, c'est pas de la guérilla qu'on veut faire. La guérilla, en fin de compte, ça consiste à affaiblir une armée régulière. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le pouvoir. Comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir? En utilisant la guérilla au début, oui. Mais il nous faut un appui des masses. Comment est-ce qu'on peut avoir un appui des masses? Il nous faut des cadres. Il faut former des cadres. Ensuite, ces cadres, on les envoie à la campagne. Et ils s'insèrent dedans. Ils parlent la même langue, le même langage. Et il faut qu'ils expliquent pour qui nous combattons, pourquoi nous combattons. Il faut qu'on utilise à la fois persuasion et coercition. Et à partir de là, on va pouvoir se débarrasser des agents de l'ennemi à l'intérieur du village, faire des élections avec 3 hommes, 3 femmes, et des femmes, j'insiste, c'est la moitié du ciel. Bon, tu gagnes 50% de la population de ton côté, et à partir de là, on travaille et on mise sur le temps pour transformer notre faiblesse initiale en force. Et on a été aidé par quoi? Par ces putains de Japonais qui font que cette guerre sociale, on peut la transformer en guerre patriotique contre un adversaire. Vachement important, ça. Bon. Alors, les Viettes, c'est pareil, ils luttaient contre les Français. C'est-à-dire, c'était pas juste une guerre sociale entre les non-communistes et les communistes, c'était on lutte contre les Français. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi, les Vietnamiens, à représenter l'intérêt national. Nous luttons contre un colonialisme étranger. Bon. Et ils ont utilisé la méthode chinoise avec l'intelligence qui les caractérise, c'est-à-dire on adapte, on se démerde, etc. Et du côté français, on n'a pas compris que c'est pas le contrôle du territoire qui compte. Dans ce genre de salade, c'est le contrôle administratif qui compte. Il faut que tu contrôles administrativement la population. Ça n'a aucune importance si tu contrôles le territoire. Les mecs, ils croient qu'ils contrôlent le territoire. Toi, tu contrôles la population. Et à la fin, c'est toi qui vas gagner, parce que les mecs vont s'épuiser, parce que les mecs sont à l'étranger, parce qu'à un moment, il y en a marre d'être à l'étranger, parce qu'à un moment, etc., tu n'es pas chez toi, hop, bah, tu finis par les avoir. Alors, les Dien Bien Phu, c'était une histoire d'attirer les mecs loin de leur base. Mais ils n'avaient pas calculé que tu avais des centaines de milliers de coulis qui allaient venir t'apporter le ravitose, les armes et le reste. Et que tu pourrais, en perdant beaucoup d'hommes, te faire les Français. Qui d'ailleurs avaient pas mal de Vietnamiens qui combattaient de leur côté aussi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer là-dedans. C'était pour casser, si tu veux, le côté... le tiers-monde va triompher. Ouais, le côté mythique de Fanon, du style, ce que la classe ouvrière n'a pas pu faire, ben, nous, le tiers-monde, on va le faire. Voilà. Donc c'était un bouquin qui a, à l'extrême gauche, compté pas mal à l'époque. Disons, quand j'ai eu 16 ans, je voulais l'aventure. Et j'avais décidé que jamais je ne travaillerais dans un bureau de 8h à 18h. C'était ça l'horaire à l'époque. Et je dois dire que, bon, arrivé aujourd'hui, de ma vie, j'ai été 2 ans, une fois, à la tête d'un truc qui s'appelait le Centre européen d'études des conflits, c'est tout. Le reste du temps, j'ai toujours été mon propre patron. Et ça, tu peux l'obtenir à une condition, sauf si tu es un fils de famille. Il faut rester sobre. Voilà. Mon truc, c'est très simple.
Si tu es spartiate, tu t'en sors. Si tu es dans la consommation, tu es mort. Aujourd'hui, on t'achète. En fin de compte, autrefois, c'était du pain et des jeux. Maintenant, c'est du pain et un iPad. C'est vrai. On t'achète. Tu cavales pour obtenir des objets dont tu n'as pas besoin. C'est un machin de con, quoi. Donc, si tu calcules bien ce que tu veux, tu peux vivre beaucoup plus sobrement. Moi, au début, j'ai voyagé en stop. Hein. On est allé en stop avec ma première compagne pendant 6 mois, dans des conditions vachement difficiles. On couchait dans les halls de gare, on dormait là où tu pouvais dormir, par terre, etc. etc., etc. Bon. Par la suite, j'ai fait plein de trucs. En Algérie, j'étais laveur de vitres, garçon de restaurant, plongeur, etc. J'ai fait 25 métiers, moi, d'entre 18 et 35 ans. Hein. Après, j'ai fait des études cassées. Quoi. Bon, mon fameux doctorat de 3e cycle, je l'ai obtenu, j'avais 40 berges, sur le bouquin Mythe révolutionnaire du tiers-monde, là, qu'ils ont voulu bien prendre comme thèse. Il y avait Ballandier, Maxime Rodinson, Pierre Vidal-Naquet. Hein. Mais avant ça, j'avais percé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, une société infiniment plus souple que les sociétés européennes, j'arrivais en ayant passé du temps chez les Palestiniens, 6 mois, du temps chez les Nord-Vietnamiens, où j'avais expliqué pourquoi ils ne seraient pas vaincus. Et le bouquin a été traduit chez Penguin. Et avec Amilcar Cabral, pour montrer comment on utilise la méthode chinoise adaptée en Afrique. Bon, alors le mec disait, bon, fais voir ce que tu sais faire. Ah ouais, d'accord, on te prend. Ma première rencontre avec les États-Unis, c'est simple. Je suis arrivé, je faisais une conférence à Yale sur pourquoi les Américains ne vont pas réussir à contraindre les Nord-Vietnamiens d'aider le Sud. Bon, j'explique comment ils s'y prennent. Sans truc idéologique, justement la technique. Alors, je termine. Le dean me dit, ça vous intéresse d'en donner d'autres, des conférences comme celle-là? Elle est formidable. Je dis, ouais, bien sûr. Moi, j'avais $300 dans la poche. J'ai dit, ouais. Alors, le mec, devant moi, il décroche le téléphone. Il appelle 5 universités, Stanford, UCLA, Princeton et Cornell. Et sur les 5, il y en a 4 qui disent « Ok, tu l'envoies ». Il avait dit quoi? « J'ai un jeune Français vachement intéressant qui fait un truc formidable sur le Vietnam. Ça vous intéresse ?» Le mec disait « Ok, d'accord ». Je me suis dit « Putain, en France, est-ce que c'est pensable un jeune Américain qui rentre des maquis algériens et qui dirait « Vous ne pouvez pas gagner la guerre parce que politiquement, vous ne pouvez pas la gagner ?» Et le mec décroche en disant « Allô, Aix, Marseille ?» C'est impensable. Ben voilà, ça c'est les États-Unis. Alors moi qui croyais connaître les États-Unis sous prétexte que je parlais correctement l'anglais, que j'avais vu des westerns depuis l'âge de 12 ans, ben, je me suis dit, putain, il faut tout réapprendre. Il faut tout réapprendre. Ces mecs ne fonctionnent pas pareil. Alors tout l'anti-américanisme stupide et français que j'avais, j'ai tout liquidé. Je me suis mis à l'école. Bon, puis après, ben, dans l'ensemble des voyages, tu apprends des trucs, quoi. Les Vietnamiens m'ont appris beaucoup de choses. En Chine, j'ai appris des choses. Il y a des endroits où j'ai rien appris, ou alors si j'ai appris les faiblesses des mecs. Chez les Arabes, par exemple, l'incapacité de se regarder au miroir sans complaisance, c'est fantastique. C'est jamais de ta faute si tu as perdu. C'est toujours la faute du destin, ou alors un coup de poignard dégueulasse porté dans le dos par un adversaire obscur. Voilà. Alors tu peux pas t'en sortir comme ça. J'essaye d'expliquer les caractéristiques des uns et des autres, etc.